Bonjour à tous, ravi de vous revoir à nouveau pour un webinaire de Private Equity. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes pour attendre les retardataires et on commence vers 11h03, 11h04. À tout de suite. Bon, on va commencer, il est 11h04. Dans le pire des cas, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez l'occasion de le réécouter ou de l'écouter si besoin. Ravi de pouvoir faire ce webinaire, ravi de le faire plus spécifiquement avec Paul, président d'Opal. L'heure que nous allons passer tous ensemble a pour but essentiellement de répondre à la question comment bien sélectionner un fonds de non-coté. Donc très ravi d'avoir Opal donc du groupe Tikeo. Paul, pour le présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est ingénieur de formation comme moi, donc à ce niveau-là, on risque d'avoir le même langage. Plus spécifiquement, il vient de Centrale Supélec comme moi. Et d'un point de vue professionnel, il a commencé sa carrière chez Oliver Wyman, entreprise de mon associé Samy, puis est rentré dans l'industrie financière, a travaillé dans des grands groupes comme HSBC, puis Tikeo, et a créé et dirige maintenant Opal. Opal, je vous laisserai plus précisément le découvrir pendant toute cette heure. Moi, mon rôle, c'est d'être celui de modérateur, de répondre, de poser des questions, de poser vos questions à Paul. Il ne faut pas hésiter, c'est quand même un moment privilégié d'avoir Paul à notre disposition pendant une heure. Le format, vous le connaissez, en tout cas pour certains, je vais quand même brièvement le rappeler. 45 minutes de présentation du contexte du private equity, plus précisément de la maison Opal, des fonds qu'il propose aujourd'hui, avec en fil d'Ariane le fait de répondre à cette question, comment bien sélectionner un fonds de non-coté. Puis dans un deuxième temps, dans le cas notamment où j'ai pas eu l'occasion de poser toutes vos questions,
à Paul pendant 15 minutes, donc de 11h45 à midi, essayer de poser toutes les questions que je n'ai pas pu poser. Paul, écoute, c'est à toi maintenant. Si ma description n'était pas suffisante, ravi que tu te représentes brièvement et attaquons directement le vif du sujet. Très bien. Merci beaucoup Olivier et puis merci pour la présentation qui était tout à fait correcte. Je vais peut-être juste rajouter quelques mots sur Opal avant de me lancer. En fait, Opal, c'est une filiale du groupe Tikeo Capital. Donc, Tikeo Capital, je vais en parler un peu rapidement, mais Opal, c'est une équipe dédiée d'une dizaine de personnes dont le but dans la vie, c'est de faire la sélection des fonds qu'on estime être les meilleurs et de les mettre à disposition des particuliers. On verra qu'il y a un certain nombre d'obstacles à lever et qu'on a besoin d'un Sherpa, d'un guide, et qu'on essaie d'être ce guide pour les particuliers. Je vais partager une présentation qui va me permettre d'être plus simple à suivre. De temps en temps, ce sera un peu technique, mais donc mon job, c'est aussi de vous aider à rentrer dans cette technicité. Je commence donc par présenter un peu le groupe Tikeo Capital pour expliquer un peu le contexte et pourquoi on pense être un bon guide, un bon Sherpa. Donc, le groupe Tikeo Capital, c'est un des plus gros acteurs du secteur du private equity en Europe, avec quasiment 39 milliards d'actifs sous gestion, 742 collaborateurs qui représentent 48 nationalités et une présence dans 15 pays. Donc voilà, donc ça vous donne un peu le panorama, une activité qui s'étale depuis la dette privée jusqu'au private equity, en passant par les actifs réels, si je me cantonne aux actifs privés. Qu'est-ce qu'on appelle actifs réels? En fait, on appelle l'actif réel l'immobilier et l'infrastructure notamment. Et je vais me concentrer sur un point spécifique qui m'a toujours plu chez Tikeo et qui fait partie des raisons que j'ai de rejoindre ce groupe à titre personnel. C'est leur culture d'alignement d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle alignement d'intérêt? C'est le fait de proposer donc un produit d'investissement à des investisseurs externes et en fait de se dire la meilleure façon que j'ai de gérer ce fonds, c'est que j'y investisse mes propres deniers aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement ce que ça dit, c'est l'alignement d'intérêt. C'est-à-dire que si j'investis dans ce véhicule et que vous investissez aussi, on a tous les deux intérêt à ce qu'il fonctionne bien. Et donc, on va gagner s'il gagne, on va perdre ensemble s'il perd. Et donc, en fait, ça focalise de façon très précise et très disciplinée cette attention et cette gestion du fonds. Cet alignement d'intérêt, il est poussé de façon assez importante dans le groupe. Parce que vous voyez, en fait, on a 3,5 milliards d'investissements qui sont faits par le groupe, soit dans les investissements du groupe, donc pour à peu près les 4/5e de ces 3,5 milliards, et pour un 5e, c'est des investissements dans des stratégies d'autres maisons. Donc retenez bien cette culture de l'alignement d'intérêt qui, à notre vue, est un des points majeurs de réussite de cette façon d'investir qu'est le private equity. Donc voilà quelques mots sur le groupe Tikeo Capital. Et donc, comme j'ai dit, Opal Capital est une filiale à 100% de ce groupe. Donc, on est vraiment dans cet écosystème Tikeo Capital. Voilà, merci Paul. Surtout, je pense aussi l'autre élément, en tout cas, ce qui pour nous, du côté de chez Ramify, ça nous a rassurés. Bien sûr, vous êtes une équipe, Opal est une filière qui est récente, mais en réalité, vous êtes déjà vous-même avec énormément d'expérience, l'ensemble de l'équipe, et adossé avec un grand groupe qui a eu cette expertise-là pendant de nombreuses années et qui a connu tous les différents cycles d'investissement. Au-delà du fait de votre expérience propre, d'être adossé à un énorme groupe, ça nous donne aussi, nous, beaucoup de confiance sur la qualité des fonds que vous proposez et du travail qui est fourni. Peut-être une question de la part de Pierre. Paul, Capital Market Strategy, est-ce que tu pourrais rapidement le définir? Ce n'est pas nécessairement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est peut-être un terme un peu moins… Oui, bien sûr. Quand on regarde le petit graphique, dette privée, private equity, actifs réels, tout ça, c'est ce qu'on appelle des actifs privés, c'est-à-dire non cotés en bourse, tout simplement.
Capital Market Strategies, c'est la partie de la gestion de tickets qui se concentre sur des actifs cotés en bourse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très clair. Voilà. Merci beaucoup. Avant que je rentre dans mon exposé sur cette question que vous posez, hein, c'est comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un fonds de private equity dans le contexte actuel. Il faut se dire que tout ce que je vais vous exposer, je pense effectivement est assez intéressant et devrait vraiment vous conduire à vous poser la question comment est-ce que je peux investir en private equity. Mais avant de se poser cette question, il faut se dire que c'est un actif, enfin, c'est une façon d'investir qui ne doit pas être prise à la légère. On parle de plusieurs aspects, donc un minimum d'investissement qui est élevé, on parle de 100 000 euros minimum, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ce sont des fonds fermés. Qu'est-ce qu'on appelle par fonds fermés? Alors il y a deux aspects, hein. C'est un fonds qui a un début et une fin, c'est-à-dire que c'est pas comme un OPCM typique qui continuera à fonctionner toute la vie. C'est des fonds qui ont vraiment une période pour rentrer dans le fonds, qui est la période de commercialisation qui dure en général 1 an. Et après, vous restez dans le fonds investi pendant une dizaine d'années. Ça dépend de la classe active, mais c'est à peu près une dizaine d'années. Et vous avez un investissement qui n'a pas vocation à être racheté par la société de gestion. Donc, c'est des investissements illiquides. Donc, ça, c'est très important. C'est minimum important et qui est a priori indisponible pendant 10 ans. Donc, ne pas se jeter sur le moindre investissement. Ce sont des investissements longs et assez engageants. Voilà. Donc, mon conseil, c'est vraiment de contacter votre conseiller Ramify avant de vous lancer et de vraiment d'avoir la tête froide pour investir. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais donc vous donner un petit peu le plan de la session aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu donc, de c'est quoi ces actifs privés, c'est quoi ce private equity et pourquoi on juge, nous, que c'est une des façons d'investir les plus pertinentes aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on verra aussi que ça demande aussi pas mal de travail de faire une sélection correcte dans ce monde-là. Et on vous donnera un peu les clés d'Opale Capital sur comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cette sélection. Et enfin, je vais vous donner 2 exemples d'investissements qu'on juge très pertinents dans la période actuelle. Et on ira aussi sur les raisons pour lesquelles on juge que c'est pertinent. Je rentre donc dans le vif du sujet. En quoi le private equity peut être jugé très intéressant? En fait, tout simplement, c'est une classe d'actifs qui, en moyenne, surperforme les actifs cotés. Donc, vous voyez ici le CAC 40 hein, sur la période 2007 à 2021 a rendu une moyenne annuelle dividende réinvesti de 6,1%. Et en fait, c'est inférieur à tout ce qu'on peut trouver sur les actifs non cotés. Alors, pourquoi est-ce que les actifs non cotés surperforment? En fait, c'est vraiment un lien avec ce que j'ai évoqué juste avant. Hein. C'est parce qu'on a cédé la liquidité de cet investissement. Et cette absence de liquidité donne les outils aux gestionnaires d'actifs pour aller chercher de la performance supplémentaire. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent d'aller chercher cette performance supplémentaire. Donc, j'ai parlé de l'alignement d'intérêt qui, pour moi, est vraiment l'aspect clé. Vous avez donc des investisseurs qui investissent dans un fonds qui va lui-même investir. Vous avez les gestionnaires de ce fonds qui vont eux-mêmes investir assez fortement dans leur stratégie. Et ils vont aussi permettre au management des sociétés en portefeuille d'investir elles-mêmes dans le capital de leur société. Donc, en fait, vous avez vraiment, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, un alignement d'intérêt à tous les niveaux qui fait que tout le monde, toutes les parties prenantes de ce fonds ont le même intérêt de ce que ce fonds performe le mieux possible. Ça c'est vraiment un aspect clé que vous ne retrouvez pas dans d'autres types d'investissements et qui, pour moi, fait que les décisions qu'on va prendre aussi bien dans les sociétés en portefeuille qu'au niveau du fonds sont des décisions qui visent à maximiser la valeur de ce capital, qui est donc voilà, le même intérêt qui est donc, pour l'investisseur final, les gérants du fonds et le management des sociétés en portefeuille. Ça, c'est vraiment clé. Très clair. J'ai peut-être 2 petites questions
La première, c'est tu fais une différenciation entre capital investissement moyen et capital investissement du premier quartile. Aujourd'hui, Tikeo et les fonds que propose Opal se situent dans quel quartile? Alors, nous, on cherche effectivement les investissements du premier quartile. Qu'est-ce qu'on appelle premier quartile? Peut-être si je m'appesantis 2 secondes là-dessus. Vous avez 100 gérants, ils vont faire de la performance, et en fait, vous prenez les 25 meilleurs, c'est ça votre premier quartile. Donc ça, voilà, c'est une description assez statistique de ce qu'on est en train de faire. En fait, la question qu'on se pose toujours, c'est quels sont les mécanismes, quelle est la raison pour laquelle ce gérant se trouve dans le premier quartile. Et en fait, cette question supplémentaire est la question clé. D'accord? En fait, le fait que vous ayez été le meilleur performant sur les 15 dernières années, si vous n'avez pas les bons mécanismes, vous ne serez pas le meilleur sur les cash percentages. Donc ça, c'est voilà, hyper important. Je vais rapidement sur les 3 autres éléments que je mets sur cette page, sur les éléments d'explication de la surperformance. J'ai parlé de l'alignement d'intérêt qui pour moi est clé. Et vous avez donc des gérants qui sont très impliqués dans la gestion opérationnelle des sociétés en portefeuille. Et là, ça va au-delà de la gestion active qu'on trouve dans les actifs cotés. Hein. C'est vraiment, c'est pas je fais tourner les lignes de mon portefeuille. C'est vraiment j'investis dans une société et je vais m'impliquer dans la gestion opérationnelle de cette société pour que la valeur dégagée soit la plus forte possible. On a aussi une question de maîtrise du timing. Donc ça, c'est vraiment le fait que ce sont des fonds fermés, signifie que le gérant n'est jamais sous pression de devoir vendre son actif parce que ses investisseurs lui demandent de l'argent. D'accord ? Et comme il a ce temps, il a vraiment cette maîtrise du temps de l'investissement, on est vraiment sur des fonds, donc en moyenne, c'est des fonds de 10 ans, ils ont 5 ans pour investir et 5 ans pour désinvestir. C'est-à-dire que quand vous avez une crise qui va arriver, en moyenne, une crise, ça dure 2 ans, 2-3 ans. Donc en fait, vous avez 5 ans pour vendre votre société, vous pouvez vraiment choisir le moment où c'est pertinent de la vendre. Et en fait, c'est cet élément de maîtrise du timing qui va être très important pour maximiser la valeur des investissements. Et peut-être pour reprendre une question de Pierre sur ce que tu as dit, tu différenciais le degré d'implication entre le coté et le non-coté. Concrètement, quand Opal fait un investissement, même si c'est en version fonds de fonds, à l'arrivée, ça veut dire qu'ils ont opérationnellement des équipes de Tikeo, des équipes d'Opal ou des gérants associés sont sur place dans le board. Comment ça se passe concrètement? Oui, alors, de façon très concrète, qu'est-ce que ça veut dire cette proximité? Effectivement, c'est qu'un fonds d'investissement va toujours avoir, en tout cas dans les fonds que nous on sélectionne, va toujours avoir 1, 2, 3, 4 sièges au board de la société en portefeuille. Donc ça permet déjà d'avoir une minorité de blocage pour les décisions qui ne sont pas les bonnes. Et en plus de ça, en général, la participation au capital donne des droits de vote pour ces sociétés qui sont suffisantes vraiment pour prendre le contrôle. Et donc, ils vont combiner ça, cet aspect gouvernance et contrôle, avec le fait qu'en plus de ça, les fonds du premier quartile, ils ont des vraies compétences opérationnelles où ils vont pouvoir aider les sociétés à améliorer leur supply chain, à améliorer leur outil de pricing, à améliorer leur couverture internationale. Ils vont vraiment les aider très opérationnellement sur le terrain à performer le mieux possible. Excellent, merci. Je termine sur le dernier point, l'univers d'investissement. Et donc ça, c'est vraiment un élément très, très important. Je vais vous donner une stat qui va, je pense, en impressionner pas mal. Pour une société cotée en France, il y en a 200 qui sont non cotés et qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Donc, 1 contre 200. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez un univers d'investissement qui est incomparablement plus large pour le non coté que pour le coté. Et en fait, ça veut dire que pour les sociétés, les fonds d'investissement qui sont bons dans la détection des cibles potentielles, on est ici sur la possibilité d'aller vraiment chercher des champions, soit des champions en devenir à qui il manque pas grand-chose pour franchir cette barrière, ou alors des champions qui peuvent encore se développer beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Oui. Peut-être une question sur la slide juste avant. Oui.
Effectivement, tu as parlé de la surperformance du capital investissement comparé à son cousin du monde du côté. En l'occurrence, ici, le choix qui a été fait, c'était de comparer au CAC 40. C'est vrai que dans une vision très rationnelle de l'investissement, c'est une des choses que l'on regarde. La deuxième, c'est son aspect diversificateur ou pas. Avec le côté, est-ce que tu as peut-être quelques éléments à donner à quel point le capital investissement pourrait être considéré ou pas comme diversificateur? Oui, très bien. J'ai déjà donné donc, le fait que l'univers d'investissement est incomparablement plus large. Donc ça, c'est un premier élément de diversification. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a certains secteurs de l'économie où il n'y a pas d'acteurs cotés, mais qui sont disponibles sur des fonds de private equity. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, et ça, je vais vous donner deux stats. En 2008, le marché du private equity a corrigé 2 fois moins que le marché coté. Donc, pendant la crise financière, 2 fois moins. 2020, pendant la crise du Covid, les marchés cotés ont perdu 30% et le marché du private equity n'a pas corrigé du tout. Donc, il y a vraiment un élément où il y a une décorrélation partielle qui est assurée par le private equity de ce point de vue-là. Très clair, merci. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on voit à quel point ces fonds de private equity peuvent être attractifs. Donc, j'ai évoqué les performances élevées historiquement, le fait que si on sélectionne correctement ces fonds du premier quartile, on peut obtenir des TRI nets extrêmement élevés, donc plus de 25%. On a parlé du pouvoir de diversification et donc la faible volatilité, la faible corrélation. Donc vraiment, je pense que là-dessus, on se dit, chouette, en fait, je vais essayer de mettre le plus possible de mon argent dans ces fonds. En fait, c'est pas si facile. Il reste encore quelques obstacles à lever. L'information pour pouvoir détecter qui fait partie du premier quartile, comme j'ai dit, c'est relativement simple, mais pouvoir comprendre pourquoi ils font partie du premier quartile et est-ce que c'est pour les bonnes raisons, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc ça c'est un premier point. On est vraiment sur des dispersions de performances importantes. Et donc, il y a un vrai enjeu de sélection des fonds d'investissement. Si vous sélectionnez des fonds exceptionnels, vous pouvez vraiment avoir des performances très élevées. Mais voilà, vous pouvez vous tromper et finalement avoir choisi un fonds médiocre. Donc, la sélection est très, très importante. Troisième point, pour les meilleurs fonds, il n'y a pas de magie. Hein. C'est pour pouvoir rentrer dedans, comme c'est les meilleurs fonds, en fait, ils sont sursouscrits. Les investisseurs institutionnels qui ont historiquement mis au pot, en fait, continuent à remettre. Et donc, c'est des fonds qui, en fait, n'ont pas besoin de faire de levée de fonds. Elles se font toutes seules. Et donc, exigent 5 à 10 millions d'euros pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, c'est des minimums extrêmement élevés. Donc, ça, c'est les obstacles qui restent à lever. Et en fait, c'est là-dessus que notre rôle à Opale Capital est clé. En fait, on va faire la sélection pour vous. On fait le travail d'analyse, on fait le travail d'interview des gérants. On va essayer de comprendre ces mécanismes qu'ils utilisent pour faire partie des meilleurs performeurs. On va aussi rajouter, et ça vous verrez juste après, une couche d'analyse macroéconomique pour se dire, en fait, je confie mon argent pour les 10 prochaines années. Quels sont les thèmes d'investissement qui vont être porteurs pendant 10 ans? Ça, c'est pas non plus extrêmement simple à détecter. Donc ça, on va aussi vous proposer nos thèses d'investissement dans lesquelles on a des vraies convictions. Et là, bien évidemment, on se fait aider par toute la maison Tikeo qui a des capacités de recherche assez poussées. Comme on est Tikeo, on va aussi avoir des moyens pour convaincre les gérants exceptionnels. Donc là, on vous met quelques exemples. Hein. Goldman Sachs, Carlyle, Morgan Stanley, ça fait partie de ces gérants qui ont des fonds exceptionnels. On va devoir les convaincre de nous laisser investir dans les fonds. On est un nouvel investisseur pour eux. Et donc, quels sont les éléments qu'on a pour les convaincre de nous ouvrir la porte? Ben voilà. Donc, notre adossement à Tikeo là-dessus est vraiment clé. Et je t'interromps juste sur ce point-là, parce qu'il y a effectivement une question de Pierre à nouveau qui est sur ce thème. Quelle motivation des gérants pour élargir à de nouveaux souscripteurs si leurs fonds sont sursouscrits? Et en fait, c'est une très bonne question. Hein. Là, ce qu'il faut se dire, je reviens sur la description de Tikeo. Ce qu'il faut se dire, c'est donc Tikeo, vous avez vu, a investi 1 milliard d'euros dans des fonds d'autres maisons. D'accord? Donc, on a un premier rôle de Tikeo comme investisseur potentiel. On a un deuxième rôle de Tikeo qui est, via son activité de dette privée,
Qu'est-ce que c'est la dette privée? C'est le financement de la dette pour les fonds de LBO d'autres maisons. D'accord? Donc, on est un financeur potentiel. Et puis, dernier point, c'est via notre activité Opale Capital, on ouvre aussi à une classe d'investisseurs nouvelles, donc les particuliers, la levée de fonds. La levée de fonds, en fait, elle reste encore très, très concentrée sur les acteurs institutionnels, les assurances, les fonds de pension, etc. Dans une façon un peu prudente de gérer son activité, le fait de diversifier les sources de levée de fonds est plutôt intéressant. Donc voilà, on offre finalement plusieurs solutions en une. Le fait qu'Opale Capital vienne investir l'argent des particuliers français, c'est pas uniquement cet aspect, c'est vraiment un investisseur potentiel, un financeur potentiel, et puis la porte ouverte vers une nouvelle classe d'investisseurs. Merci. C'est comme ça qu'on les convainc. Une fois qu'on s'est dit ça, on va donc packager des solutions pour pouvoir rendre accessibles ces fonds à partir de 100 000 € pour les résidents fiscaux français. Et c'est pour ça que j'avais insisté tout à l'heure sur la culture de l'alignement d'intérêt de Tikeo. On va le faire aussi sur ces fonds-là. D'accord? Tikeo Capital investit une partie de son bilan dans chacun des fonds proposés aux investisseurs d'Opale Capital. Ça, c'est clé. Pourquoi c'est clé? Ça veut dire que c'est la meilleure garantie que vous ayez qu'on ait bien fait le travail. Voilà. Comme on a autant à perdre que vous, ou autant à gagner que vous, on est vraiment très motivé à faire en sorte que cette sélection soit la plus robuste possible. Donc voilà un peu quel est notre rôle. Je vais maintenant passer sur, en fait, tout simplement la réponse à la question du webinaire. Comment est-ce qu'on fait pour investir aujourd'hui, pour sélectionner correctement les meilleurs fonds de private equity? On commence par ce que j'ai évoqué, donc cette vision macroéconomique de ce qui va être porteur sur les 10 prochaines années. Et donc ici, on va commencer par les aspects un peu structurels de changement. Voilà. On a des aspects, je vais commencer par le vieillissement de la population, qui vont avoir un impact très profond sur l'inflation des 10 prochaines années. On est persuadés, nous, que ce vieillissement de la population est un élément d'augmentation structurelle de l'inflation. Je vais vous donner un exemple. En 2001, la Chine rejoint l'OMC et en faisant cela, double la population active en âge de travailler mondiale, double la population mondiale en âge de travailler immédiatement. Donc ça, c'est un effet déflationniste extrêmement puissant. Donc c'était il y a 22 ans. 22 ans après, on est plutôt sur un modèle chinois qui est en transition vers beaucoup plus de consommation et moins de production. Et ça, combiné au vieillissement de la population chinoise, mais aussi combiné au vieillissement de la population mondiale, est un élément qui, en fait, a l'effet complètement contraire. D'accord? C'est un effet extrêmement inflationniste. La transition énergétique, ça va être extrêmement inflationniste. On va devoir dépenser, on va devoir changer le mix énergétique de pas mal de pays. Et ça va contribuer à une inflation structurellement plus élevée. Et donc, la déglobalisation partielle qu'on est en train de voir à l'œuvre, notamment avec la guerre en Ukraine, où on voit se dessiner vraiment qu'il y a un bloc ouest et un bloc est qui sont en train finalement de se découpler. Hein, on a vraiment une stratégie du découplage qui est en cours. Et cette stratégie, elle va avoir aussi des effets très importants sur l'inflation. Donc, on est vraiment sur un environnement qui est en transition, une inflation très faible des 15 dernières années, qui ne sera pas l'environnement des 15 prochaines années. Donc ça, c'est peut-être le point à avoir en tête. Et donc, la question qu'on se dit là, c'est on pense qu'on va avoir, sur les 15 prochaines années, une croissance mondiale plus faible que celle qu'on a connue sur les 15 dernières années. Mais, et ça c'est le point qui est très intéressant, c'est qu'on va continuer à avoir une croissance forte sur certains thèmes d'investissement assez précis. Voilà, ce qu'on appelle, nous, les méga-tendances. Et en fait, celle qu'on voit de façon très, très puissante, c'est une tendance où les États vont investir assez massivement pour être plus résilients. D'accord? On a vu, en fait, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, que l'économie qui est basée sur l'optimisation des flux, qui est extrêmement puissante pour lutter contre l'inflation, en fait, elle a aussi ses limites dès lors qu'un élément du système se grippe,
une pandémie, une guerre. Il y a finalement une partie de ce fonctionnement qui ne marche plus. Et donc, on va avoir vraiment un investissement assez fort sur tous les éléments de résilience des États. Et ça va donner des termes d'investissement des 15 prochaines années. On va vraiment se focaliser donc sur deux stratégies. Les investissements défensifs et notamment ce qu'on appelle la gestion value, c'est-à-dire l'investissement sur des actifs décotés. On va voir un exemple tout à l'heure. Et deuxième chose, donc profiter de ces axes sur lesquels il va y avoir une croissance forte sur les 15 prochaines années, ce qu'on appelle donc les méga-tendances. Et donc les investissements qui sont positionnés sur ces méga-tendances, ils ont la capacité d'avoir des taux de retour assez faibles. Donc voilà, donc ça c'est le premier prisme qu'on applique. Deuxième prisme, en fait on va devoir faire le travail un peu fastidieux d'aller éplucher absolument tout quand il s'agit d'un fonds. Donc vous voyez ici quelques chiffres. On a regardé près de 500 fonds. Sur ces 500 fonds, seulement un peu moins de 1 sur 5 étaient alignés sur nos convictions macroéconomiques de long terme. Sur ces fonds-là, à peu près 1 sur 2 a fait l'objet d'une due diligence très approfondie, parce qu'en fait, sur les quelques premières questions, la première moitié en fait, ne tenait pas la route. Et sur ceux dont on a fait une due diligence approfondie, après, en fait, on fait le travail d'aller s'exposer en fait, à ce comité stratégique qu'on a constitué, qui est constitué des experts de Tikehau. Donc, sans manquer de respect, mais toutes les têtes grises de Tikehau vont nous donner leur avis. Pourquoi c'est important? C'est que nous, on fait vraiment le travail de fond, mais ce qui va toujours nous manquer par rapport à quelqu'un qui a l'expérience de quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans dans l'industrie, et c'est le cas de ces têtes grises de Tikehau, c'est la connaissance intime de ce qui se passe dans ces fonds-là. D'accord? Je vous donne un exemple. On a proposé un fonds qui était magnifique. Et j'étais persuadé que c'était une évidence que ça allait fonctionner. Il y a quelqu'un dans ce comité stratégique qui nous a dit « Attendez, moi je connais bien l'un des fondateurs de ce fonds-là. Il est en train de partir à la retraite. Et la personne qui est en train de prendre sa relève a décidé d'insuffler une culture un peu différente à cette équipe. Et cette culture, elle va changer assez fondamentalement ce qui va se passer dans cette équipe. Donc, ce que vous avez analysé, en fait, est tout à fait correct, mais il vous a manqué ce petit insight vraiment intime de ce qui se passe dans cette équipe et qui fait qu'en fait, on va être très prudent, on ne va pas aller investir sur ce point. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez obtenir parce que vous avez donc ce comité. Donc, il y a 15 personnes de Tikehau qu'on a sélectionnées pour leur connaissance intime qui viennent nous dire « Ok, le boulot d'analyse est parfait, vous avez tout vu, sauf que voilà, donc cette personne, elle est malade et donc elle va partir à la retraite. Et il y a ce changement qui est en train de se passer. » Une fois qu'on a fait ça, on va proposer donc les fonds qui passent à travers toutes ces mailles de tamis. En fait, comme vous voyez, un Opal Capital dit d'une façon assez crue, c'est une machine à éliminer les fonds d'investissement. D'accord ? On part sur un secteur qui est extrêmement porteur, donc les fonds d'investissement. On aime bien les mécanismes qu'on utilise pour obtenir cette surperformance, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller faire ce travail beaucoup plus détaillé pour aller identifier quels sont les gagnants des 15 prochaines années. Hyper clair, Paul, et merci en tout cas d'être rentré un peu vraiment dans le détail de votre sélection. Peut-être aussi, si tu pouvais nous donner peut-être une petite anecdote ou nous expliquer un peu davantage la partie due diligence approfondie, qui peut rester quand même vague pour beaucoup des personnes qui t'écoutent en ce moment. Oui, très bien. Alors, due diligence approfondie, en fait, on va regarder plusieurs choses. Je vous donne les grandes catégories, puis après, je vais vous donner un exemple. Les grandes catégories, on va aller vraiment analyser le track record. Donc, voilà, sur quoi ces sociétés ont investi depuis le démarrage de cette société. Quel type de performance ils ont obtenu et comment ils les ont obtenus. Donc, je rentre sur les mécanismes qu'ils ont utilisés pour obtenir ces performances. Et on va vraiment analyser, en fait, on va retourner toutes les pierres pour s'assurer qu'on a vraiment compris absolument tout ce qu'ils font. Deuxième axe, c'est vraiment sur l'équipe elle-même. Comment elle est structurée, voilà,
quel âge ont les fondateurs, est-ce qu'ils sont proches de la retraite, est-ce qu'ils ont mis en place une transition de l'équipe, etc. On va regarder aussi les termes légaux avec lesquels ils ont structuré leur fonds, s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre le pouvoir qui est donné au fonds et le pouvoir qui est donné aux investisseurs du fonds. Et on va regarder aussi donc, tout ce qui est tarification, éléments de risque, est-ce que leur stratégie tient la route. Et puis, dernier élément, on va regarder aussi les aspects ESG. Chez Tikeo, on a vraiment des critères ESG assez draconiens. Et donc, on n'acceptera pas d'investir dans des sociétés qui investissent, par exemple, dans le charbon thermique, etc. Le ESG qui... Je donne peut-être un exemple d'élément qui nous a fait désélectionner un fonds. Je vais utiliser des noms fictifs, mais monsieur Pierre Martin et monsieur Alexis Dupuis ont fondé un fonds il y a 20 ans et sont extrêmement performants, mais ils sont un peu gourmands. Et donc, en fait, ils ne partagent pas ce qu'on appelle le carré interest avec les équipes plus juniors. Qu'est-ce que ça a comme impact? En fait, on se dit, ils ont été très bons et ils ont pu obtenir ces performances, mais ils sont désormais à un âge où c'est plus eux qui vont faire le travail opérationnel, ils vont vraiment se placer comme des validateurs finaux. Et comme ils ne partagent pas le carry interest, en fait, il n'y a pas de mécanisme d'incitation pour les équipes plus juniors à rester. Et donc, en fait, bien qu'on ait regardé qui ils ont recruté, et en fait, ils ont vraiment recruté des personnes d'une qualité exceptionnelle, ces personnes-là, n'étant pas incitées à la performance, soit ne resteront pas pendant les 10 prochaines années, soit ne seront pas incitées à donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir les performances les plus élevées. Donc voilà, en fait, le fait qu'ils aient été gourmands et qu'ils n'aient pas partagé la valeur de façon plus large dans leurs équipes, ont fait qu'on n'a pas sélectionné ce fonds. Hyper clair, merci. Très bien, j'avance. Je vais donner je vous ai promis 2 exemples d'investissement, donc un aligné sur les méga tendances et le deuxième beaucoup plus défensif. Donc on a, et ça c'est des fonds qui sont disponibles sur la plateforme Ramify, donc vraiment j'insiste, faites appel à votre conseiller Ramify avant de vous lancer dans quelque investissement que ce soit. En tout cas, d'un point de vue de pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ces fonds, je rentrerai un petit peu plus dans le détail, mais de façon très sommaire. Le fonds de Ring est investi sur les méga tendances. Donc vraiment, il est ancré sur ces thématiques de résilience. On verra un peu comment. Et donc, il est vraiment positionné sur des thèmes extrêmement porteurs. Deuxième point, c'est on a une équipe d'une qualité exceptionnelle. Les 2 fondateurs de Ring, qui sont encore très jeunes, ont un track record de 7 fois en moyenne. Et donc, ça, c'est un track record qui a été accumulé pendant 20 ans. Donc, en 20 ans, c'est des personnes qui ont retourné en moyenne 7 fois l'argent investi sur les sociétés en portefeuille. Et dernier point, c'est qu'en plus, nous, on est extrêmement convaincus en tant que Tikeo Capital par ce fonds. On a investi à hauteur de 10% dans la taille de ce fonds. Donc voilà, vous voyez, on a des convictions très fortes sur ce fonds-là. Deuxième fonds, c'est un fonds beaucoup plus défensif, donc qui lui va vraiment se positionner sur cette gestion value que j'ai évoquée, sur donc, le fait d'accéder à des actifs décotés. Donc on verra pourquoi ils ont accès à ces actifs décotés et comment ils s'y prennent. Mais on est ici donc sur des stratégies secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire secondaire? C'est-à-dire qu'ils viennent proposer de la liquidité aux investisseurs initiaux d'un fonds qui veulent sortir, pour quelle raison, ou alors avec des gérants qui cherchent à prolonger la vie de leurs actifs. Voilà, vous êtes sur un fonds de 10 ans, vous êtes en année 9, vous avez un actif sublime. Comment est-ce que vous allez faire pour ne pas donner cet actif à un autre gérant et garder la valeur pour vous? En fait, vous faites appel à un fonds secondaire pour pouvoir prolonger la vie de ces actifs. On a choisi 3 acteurs, donc Alpinvest, la filiale de Carlyle, Arborvest et Goldman Sachs, l'ancien employeur d'Olivier, qui ont chacun des track records exceptionnels sur 26 ans. Et ce track record a été mis en place au travers de 8 millésimes minimum. Donc voilà, une stratégie complètement éprouvée et qui a résisté justement à pas mal de crises
la crise de la bulle Internet, la crise financière de 2008, la crise du Covid, les crises des monnaies européennes en 2014, etc. Et en plus de ça, ce sont trois gérants qui ont des stratégies assez complémentaires. Et peut-être une question, on dépassera peut-être un tout petit peu le temps, donc je m'excuse d'avance, mais c'est passionnant. J'avais une question d'un investisseur potentiel ce matin. La question c'était, mais le secondaire aujourd'hui, on est dans une phase où on va dire le rapport de force revient un peu plus maintenant à l'investisseur que peut-être au fondateur, comparé à ce qu'on a connu il y a peut-être 3-4 ans. À quel point le fonds du secondaire est capable de bien pricer finalement la part de cette entreprise-là, avec le discount qu'il comprend, on a compris, hein, c'est pour des raisons de liquidité tout simplement. Oui. Tu considères que c'est bien un investissement défensif, donc notamment sur ces périodes-là, il n'y a pas un peu ce risque de se faire refourguer finalement des parts que les gens ne voudraient au contraire pas du tout? Alors, c'est une excellente question. Et si tu veux bien, en fait, je traite un peu après, mais j'aborderai la réponse à cette question, c'est promis. Merci. Alors, je rentre un peu dans le détail du fonds Ring. Donc, j'ai évoqué donc, le track record exceptionnel des deux fondateurs. On est ici sur des solutions qui permettent de gérer un impact social. Donc, on est sur l'inclusion et la réduction des inégalités, ou sur un impact environnemental. Et en fait, on verra juste après quelques exemples et pourquoi, en fait, ce sont des investissements qui sont extrêmement pertinents dans cette orientation des méga-tendances qu'on a évoquées. Ring Altitude 2, c'est le fonds qu'on a choisi nous, c'est déjà leur deuxième millésime, donc on a aussi donc le recul du premier millésime pour voir comment ils ont investi. Et je vous donne un peu les exemples en page suivante. En termes de stratégie d'investissement, c'est ce qu'on appelle le gross buyout, en bon français. On appelle ça aussi le capital développement de façon beaucoup plus franchouillarde. Ici, en fait, on est sur des fonds qui ont visé 15 à 20 entreprises en portefeuille. Et en fait, ici, les entreprises doivent être rentables, c'est-à-dire qu'on est déjà sur des sociétés qui, en fait, n'ont pas besoin de lever de fonds. Ça, c'est très important. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de lever de fonds qu'ils ont le bon management, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le management qui s'est focalisé sur le fait d'avoir une entreprise qui est durable par elle-même et qui va chercher du capital, non pas pour survivre, mais pour se développer. C'est pour ça qu'on appelle ça le capital développement. C'est des acquisitions qui vont se faire avec un très faible effet de levier, où en ce moment, avec la hausse des taux, en fait, on trouve que c'est très pertinent d'avoir un effet de levier très limité. On est vraiment sur des acquisitions qui, même à l'extrême, peuvent n'avoir aucun effet de levier et donc être uniquement en investissement en fonds propres. Et dernier point, on va avoir la recherche de sociétés qui sont en croissance très forte. Donc, vous voyez, un minimum 20% par an, c'est colossal. Et ça, vous allez voir, en fait, c'est parfois dans des secteurs qui sont en explosion, mais parfois qui viennent en fait prendre des parts de marché sur un secteur qui n'a pas ce type de chiffre de croissance. Donc voilà, on cherche vraiment des acteurs qui sont donc, comme j'ai dit, qui n'ont pas besoin de lever de capital pour survivre, où le management est d'une qualité vraiment très forte, puisqu'ils justement ils ont réussi à créer une entreprise qui a cette perspective-là, et la croissance du chiffre d'affaires montre la pertinence de la solution qu'ils ont créée. Voilà. On est vraiment sur des solutions d'impact, mais je dirais en fait dans l'ordre, Ring cherche la performance économique, parce qu'en fait c'est ça qui va leur permettre de se constituer un pool de carry, donc un pool qui leur permet de partager, d'être intéressé à la performance créée. Et en deuxième lieu, ces solutions impact vont donc être regardées avec des critères, donc des KPI non financiers. Et en fait, ces critères non financiers vont permettre à l'équipe de gestion du fonds de Ring de toucher ou non ce cap. Donc ça, c'est hyper important. On constitue d'abord la performance économique et après, on regarde si les solutions ont été impactantes d'un point de vue donc social ou environnemental. Et dernier point, on est sur des sociétés qui sont en France ou en Union européenne. Donc en fait, ici, on est sur des sociétés qui bénéficient d'une gouvernance très établie
d'un point de vue macroéconomique. Alors, je vous ai promis quelques exemples d'investissement du fonds précédent. Et en fait, ici, vous voyez, donc j'ai 3 blocs. Donc, le premier bloc, en fait, c'est, et en fait, vous allez voir, c'est en ça que ça bénéficie de cette macro-tendance de résilience de l'économie. Premier bloc, c'est faisons en sorte que cette économie soit le plus digitalisée possible. On l'a vu le Covid, on l'a vu, en fait, dès lors qu'il y a un événement perturbateur dans l'économie, le fait d'avoir une économie très digitalisée permet sa robustesse. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour digitaliser l'économie? Eh bien, en fait, on va avoir besoin de codeurs, de personnel IT. Et donc, ça, c'est ce que fait le Hibou. C'est une marketplace pour permettre aux freelanceurs IT d'aller trouver des missions. On va chercher des services à valeur ajoutée pour gérer le cloud. Et donc, le cloud, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des serveurs dématérialisés pour les entreprises qui va permettre de grossir et donc d'être en mesure d'augmenter le volume d'affaires sans que ce soit un problème d'un point de vue infrastructure IT. Donc ça, c'est assez clé. Et en plus de ça, on va avoir donc, les outils pour les organisations IT. Vous avez Courmi. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont des équipes IT qui travaillent en mode projet. Et en fait, pour gérer ces projets, en fait, vous avez besoin d'un logiciel qui centralise toutes les contributions de chacun des développeurs IT. Et en fait, Courmi, c'est ce genre de logiciel qui va venir aider les équipes IT à travailler correctement entre elles. Ça, c'est donc le premier bloc. Faisons en sorte que l'économie soit digitalisée. Deuxième bloc, utilisons cette possibilité d'être digitale pour renforcer la possibilité de faire de plus en plus d'activités en ligne. Donc ici, on va avoir tout un filon sur l'éducation digitalisée. Donc vous avez ici trois sociétés, Live Mentor, qui visent à mentorer les personnes qui cherchent à devenir des créateurs d'entreprises. Vous avez YouSchool qui va venir donner des certificats professionnels pour se lancer dans une nouvelle activité professionnelle ou alors même pour démarrer son activité économique. Et vous avez Stitch qui est une auto-école en ligne qui va venir donc faciliter les mises en relation entre les formateurs d'auto-école et donc les personnes qui cherchent à passer le permis. Ça, c'est vraiment un premier thème. Un deuxième thème, je ne vais peut-être pas tous les évoquer, mais la fluidification des marchés de l'emploi régionaux avec le mercato de l'emploi. Qu'est-ce que c'est ici? Vous êtes sur une marketplace qui va permettre en fait de remplacer les chasseurs de tête que vous trouvez dans les bassins d'emploi très forts et qui va venir justement adresser toute la partie des chercheurs d'emploi dans les bassins d'emploi peu denses et qui peuvent du coup accéder, grâce notamment à cette digitalisation de l'économie, à des emplois dans les régions les plus denses. Donc on est vraiment ici sur, je pense que vous commencez à voir cette vision émerger sur le fait que cette digitalisation de l'économie permet de gommer les inégalités. Et en fait, le gommage de ces inégalités permet une société beaucoup plus résiliente. Voilà. Je termine sur les aspects du bloc de droite, qui sont donc sur des aspects beaucoup plus décarbonisation de l'économie. Je vous donne deux exemples. Donc, Castali, en fait, c'est une solution qui permet d'éviter la mise en bouteille de l'eau pour de l'eau de source. Et en fait, qu'est-ce qu'on évite en faisant ça? On évite deux choses. On évite toute l'utilisation de plastique, parce qu'en fait, le plastique, vous avez besoin d'hydrocarbures pour le produire. Et en fait, moins vous avez de plastique à produire, moins vous êtes dépendant des hydrocarbures des autres. Et deuxième point, tout le transport des bouteilles vers le lieu de consommation, vous n'en avez pas besoin non plus. Et donc, en fait, c'est aussi comme ça que vous construisez une société plus résiliente, c'est en dépendant moins des hydrocarbures et donc en permettant aux sociétés de continuer à fonctionner sans ça. Dernier point, YesPark. YesPark, en fait, leur vision du monde, c'est on va vers de l'automobile électrique, mais on n'a pas de borne de recharge. Donc, on va faire en sorte d'équiper tous les parkings possibles de bornes de recharge pour que ce soit économiquement viable. Donc voilà, quelques éléments qui vous donnent un peu cette stratégie de Ring, d'aller s'ancrer sur cette méga tendance de résilience de l'économie. J'espère que désormais, vous voyez pourquoi j'ai parlé de ça. Dernier point, ça c'est la partie la plus technique, mais donc, on est sur un fonds de 10 ans.
qui vise donc un multiple. MOIC, ça veut dire multiple sur investissement. Vous investissez 100, en fait, vous visez d'avoir 160 ou 170 une fois que le fonds a terminé de rendre toutes les sorties, avec un TRN net entre 15 et 16% en cible. Petit avertissement, ce sont des cibles, donc il n'y a aucun engagement comme tout investissement en private equity. Il n'y a pas d'engagement de résultat, c'est vraiment la cible qu'on cherche. Ici, donc, j'ai évoqué le fait que Tikehau Capital avait investi 10% de la taille du fonds. C'est ce qu'on appelle un article 9, un fonds article 9, c'est-à-dire qu'il cherche à obtenir des impacts positifs sur les aspects ESG. D'un point de vue plus-value, puisqu'effectivement là, si vous investissez 100 et que vous êtes d'avoir 160 à la fin de la vie de ce fonds, vous allez avoir 60 de plus-value. Ici, vous avez la possibilité de faire en sorte que ces 60 ne soient même pas imposables. C'est sur option, donc discutez-en avec votre conseiller Ramify, mais il est possible d'opter pour l'option de ne pas être imposable là-dessus. C'est un fonds, je l'évoquais, c'est comme tout fonds de private equity, il y a un risque de perte en capital, donc soyez attentifs à ça, et un risque de liquidité. C'est un fonds qui n'accepte pas de rembourser les parts si jamais vous avez besoin de les rembourser. Donc, soyez attentifs à ça. Vous avez aussi les frais. Peut-être un point, c'est en passant par Ramify, vous avez 0% de droits d'entrée. Ça, c'est vraiment l'engagement de Ramify d'être les plus attractifs possible. Je m'arrête là, c'est la description de cette page qui est assez dense. C'est assez dense, effectivement, la notion des frais elle est toujours importante. Nous, notre objectif, et on est quand même assez aligné aussi avec Opal, c'est de rendre aussi accessible le private equity au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout le monde, mais en tout cas de le rendre accessible. Et donc, effectivement, quand nous, Ramify, on a l'opportunité de mettre les droits d'entrée à 0, on le fait. Et donc, vous avez aussi la garantie de l'avoir au meilleur prix. Peut-être une question, puisqu'effectivement, ce sont des montants pour une grande partie des personnes qui nous regardent, ce sont des engagements qui peuvent être importants. Peut-être, on est bien d'accord que c'est par appel de fonds, donc l'engagement, bien qu'il porte sur, par exemple, 100 000 euros, d'un point de vue flux de trésorerie, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça se... Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est des engagements. Donc, si je m'engage sur 100 000 euros sur ce fonds-là, c'est un fonds qui a une période d'investissement de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en moyenne, je vais être appelé à peu près à 20 000 euros par an. Donc, c'est un rythme moyen auquel s'attendre, avec effectivement plus ou moins chaque année, puisqu'il n'y a pas d'engagement sur le fait que ce soit pile 20 000 euros par an. En fait, un appel de fonds va avoir lieu quand RIM aura trouvé une cible qu'il aura à acquérir. Et en fait, cette acquisition se fait avec cet appel de fonds. Donc, voilà comment ça fonctionne. Mais effectivement, s'engager sur 100 000 euros ne veut pas dire débourser 100 000 euros immédiatement. Très clair. Et dernier point, et après, effectivement, le temps tourne malheureusement, sur la notion de frais Early Bird. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Jusqu'à quand ça Oui, bien sûr. Donc, Early Bird, ça veut juste dire c'est une période sur laquelle on fait en fait des soldes, tout simplement. Et donc, sur ce fonds Ring, jusqu'à début septembre, ceux qui rentrent ceux qui font un investissement dans le fonds ont accès, en fait, comme vous voyez, aux conditions tarifaires du montant du dessus. Donc, on a des frais par montant, par tranche de montant. Et donc, jusqu'à début septembre, vous avez des discounts qui vous permettent d'accéder à la tarification de la tranche du dessus. Hyper clair. Merci beaucoup. Je vais vous parler maintenant du deuxième fonds, donc celui que j'ai appelé beaucoup plus défensif. On est ici sur donc, les trois sociétés dont vous avez le logo ici, Carlyle, Arbour-Vest et Goldman Sachs. Ici, on est sur des gérants qui sont incontournables sur le marché du secondaire. Donc, on verra pourquoi c'est intéressant d'être sur le secondaire, mais c'est des acteurs incontournables. Ils font partie du top 5 mondial des acteurs du secondaire. Et donc, ça veut dire que toute transaction du secondaire, en fait, on va les solliciter pour avoir une cotation de ce que eux estimeraient être le prix juste de cet actif. On est sur des fonds qui sont extrêmement peu concentrés.
Chaque fonds lui-même va en général avoir de l'ordre du millier de sociétés cibles. Donc, par rapport aux 10 à 15 d'un fonds de private equity typique, on est sur 1000 sociétés cibles. Donc, voilà, vous avez une concentration extrêmement faible. C'est ça qui fait un des aspects très résilients de ce type d'investissement. Et donc, on est ici sur une stratégie où, comme j'ai dit, on va venir racheter des parts à des investisseurs existants. C'est ça qu'on appelle le LP-led, où on va venir aider les gérants à prolonger la vie d'un actif. C'est ce qu'on appelle le GP-led. C'est des c'est des acquisitions qui se font en fonds propres et en général avec pas ou peu d'endettement, puisqu'en fait les fonds sous-jacents ont eux en général déjà de l'endettement, donc il ne faut pas en rajouter. Le périmètre est mondial et ici on va viser vraiment tous les fonds de private equity hors venture capital, et on va aussi rajouter les fonds d'infrastructure et les fonds immobiliers comme cible potentielle. Donc ici, on va essayer d'expliciter un petit peu plus de quoi il s'agit quand je dis racheter des parts à des investisseurs. En fait, sur le graphique de droite, vous avez vraiment le comportement typique d'un fonds de 10 ans, où vous avez donc les 5 premières années, comme je l'ai évoqué, la période d'investissement, et puis après, la partie dorée, c'est la partie des distributions, donc quand les fonds eux-mêmes cèdent les entreprises dans lesquelles ils avaient des participations. Un fonds de secondaire, en fait, il va venir remplacer un investisseur existant entre l'année 3 et l'année 5. Et donc, il va avoir une visibilité très forte sur en fait, quels sont les actifs de ce fonds, sur la qualité de ces actifs et sur le pricing que lui estimerait être juste compte tenu de la performance potentielle de ces actifs. Donc, c'est ça, en fait, le fait de venir remplacer un investisseur existant, c'est extrêmement favorable à cause de ces 3 caractéristiques. Pareil, en fait, quand on va venir aider un gérant de fonds à prolonger la vie d'un actif, en fait, on a une énorme visibilité sur cet actif-là, parce qu'en général, ça fait 4-5 ans, il est déjà dans le portefeuille du gérant. Et donc, on peut l'analyser de façon très précise et se faire un avis sur la qualité de cet actif et pourquoi c'est pertinent de lui prolonger sa vie. Donc, voilà ce que c'est l'investissement en secondaire. Donc, j'ai promis que je répondrais à cette question des décotes tout à l'heure. Donc, ici, en fait, l'idée, c'est pourquoi un investisseur institutionnel veut vendre ses parts alors que ça ne fait que 3 à 5 ans qu'il y a souscrit. Et en fait, Olivier, je vais faire un petit jeu de rôle. Mettons que tu es un fonds de pension britannique, et donc tu es réglementé par l'autorité qui régule tous les fonds de pension britanniques et qui, ultimement, dépend de la Banque d'Angleterre. Mmh. Et que tu gères un portefeuille d'investissement de 5 milliards de livres. Donc, sur ces 5 milliards de livres, la Banque d'Angleterre ne t'autorise, mettons, d'investir que 1 milliard dans des fonds non cotés. D'accord ? Parce qu'en fait, ils veulent s'assurer que tu as une certaine liquidité. Et donc, ils te mettent un cap sur la proportion d'investissement de ces 5 milliards. Donc, 1 milliard d'actifs non cotés pour 4 milliards d'actifs cotés. Et arrive 2022, où les actifs cotés se font chahuter en bourse, et donc tes 4 milliards valent désormais 3 milliards. Donc tu te retrouves désormais avec un portefeuille qui a une taille de 4 milliards, 1 milliard en non-coté, 3 milliards en coté. Ben, en fait, tu es suralloué en non-coté. Et tu n'as pas le choix, parce que ton régulateur te surveille. Et donc, tu vas devoir réorienter 1 milliard, enfin une partie de ton milliard en non-coté, vers des cotés. D'accord ? Et donc, tu te retrouves obligé de vendre des actifs qui peuvent être d'extrêmement bonne qualité parce que tu n'as pas le choix pour des questions de proportion d'investissement. C'est ça qu'on appelle l'effet dénominateur. En fait, c'est quand tes 5 milliards sont devenus moins et que tout d'un coup, tu te retrouves suralloué en actifs non cotés. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui s'est passé en 2022 et dont on continue à voir les effets aujourd'hui. Et c'est ça qui explique que, en fait, les fonds de secondaire se retrouvent submergés par les demandes d'investisseurs de leur reprendre leurs actifs. Et donc, comme il y a un effet d'offre et de demande, ils sont en capacité d'obtenir des décotes très importantes. Donc, vous voyez, en fait, c'est des cotes qui, au plus fort de la crise de 2008, par exemple, ont atteint en fait une décote de quasiment 40%. Ils achetaient 59 centimes le dollar. Et sur 2022, on est à 81 centimes du dollar pour des cotes qui donc correspondent à 19%. En 2023,
les fonds qu'on a sélectionnés nous disent qu'ils obtiennent des décotes de 25%. Donc, ils continuent à avoir des effets très favorables de, en fait, un acheteur d'une position sur laquelle le vendeur n'a pas le choix, et en fait, il y a de plus en plus de vendeurs, en fait, il se retrouve dans une position assez sympa pour pouvoir négocier des décotes. Voilà le type de situation qu'on va couvrir. Je termine par ça avant d'aller évoquer pourquoi on a sélectionné ces 3 acteurs. C'est pour les particuliers, on estime que c'est une stratégie extrêmement défensive. Pourquoi? Parce que vous voyez le graphique du centre, historiquement, en fait, c'est des sociétés, enfin des fonds qui, de par leur diversification, de par le risque le profil de risque plus faible qu'un fonds de private equity classique, du fait d'investir dans des actifs déjà matures, sont en fait très peu susceptibles de retourner moins que ce qui a été investi. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et en plus de ça, il y a un aspect très attractif pour les particuliers. On est aussi sur des actifs qui, étant déjà plus matures, vont aussi être cédés plus vite et donc ont un potentiel de distribution très rapide. Ce potentiel de distribution rapide va en plus être utilisé par le fonds pour ce qu'on appelle le recyclage. C'est-à-dire, j'ai investi 100 pour une société, je la revends 4 ans plus tard pour 160. En fait, je vais donner les 60 à l'investisseur et en fait, je vais réutiliser les 100 initiaux pour rajouter à nouveau un investissement. Donc, en fait, en multipliant les investissements, c'est aussi comme ça qu'on va générer beaucoup de performance. Et comme vous voyez sur le graphique de droite, les fonds de secondaire ont en fait des TRI médians qui sont assez semblables à ce qu'on obtient dans le private equity le plus performant, avec des dispersions beaucoup plus tassées. Voilà. Donc, c'est en termes de risque et rendement, on est sur un couple qui est très attractif. Donc, voilà cette stratégie de secondaire. Ça, je vais passer parce que j'ai déjà évoqué. Et donc, voilà, nous, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné Goldman Sachs, Carlyle et Arborest. Je vais vous donner en fait les messages clés. Hein. Ce sont des acteurs incontournables de par leur taille. Voilà, donc, vous avez des plateformes, c'est la première colonne, hein, ils investissent des centaines de milliards de dollars sur la plateforme. Ce qu'on appelle la plateforme, en fait, c'est la combinaison des activités d'investissement en primaire, des investissements en secondaire, et ce qu'on appelle aussi les co-investissements, donc en fait, qui donnent une palette complète. Pour nous, c'est aussi hyper important d'avoir une activité en primaire. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand vous êtes un acheteur en secondaire, comme vous avez vu, hein, il est important de pouvoir donner un pricing très rapidement. Cette décote qu'on a regardée tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez être en capacité de donner un pricing correct? En fait, il y a une façon très simple, c'est de connaître déjà cet actif, parce que vous êtes investi en primaire dans ce même fonds. D'accord? Donc, vous êtes investi dans le fonds, mettons, KKR, grosse numéro 1, et vous avez le fonds de pension britannique dont on a parlé tout à l'heure, qui vient vous voir en tant que fonds de secondaire, qui vous dit est-ce que vous me presseriez ma participation dans le fonds KKR grosse numéro 1? Et en fait, pour vous, c'est facile, parce que sur la plateforme, vous êtes déjà investi sur ce fonds, et donc vous êtes capable de le pricer de façon très précise. Ouais, c'est pour ça qu'avoir une activité en primaire est clé dans cette capacité de pricer correctement. La taille du fonds elle-même est aussi hyper importante parce que aujourd'hui, en fait, de par la nature des investisseurs qui cherchent à céder leur participation, on commence à avoir des transactions qui peuvent atteindre le milliard de dollars. Et donc, un fonds qui fait 3 milliards de dollars, en fait, il ne va pas participer. Un fonds qui fait, comme les fonds qu'on a sélectionnés nous, 12, 13, 14 milliards de dollars, en fait, il peut se permettre de participer à ces transactions-là et en fait, ça compte. Donc voilà pourquoi on sélectionne ces acteurs-là, c'est que voilà, ils ont la taille critique pour être incontournables. En plus de ça, ils ont un track record sans tâche. Donc vous voyez, hein, c'est des années et des années d'expérience entre 21 et 32 années d'expérience sur ces stratégies-là, avec des TRI qui par millésime, qui sont très élevés. Et enfin, on veut aussi qu'ils aient la capacité d'être tout-terrain et donc d'avoir aussi bien en NP-led qu'en GP-led la capacité de sélectionner ces actifs de qualité. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait aujourd'hui un rapport de force très favorable en faveur des acheteurs en secondaire. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet justement, s'ils sont en capacité de le faire parce qu'ils ont l'expertise,
de n'aller faire de l'acquisition que d'actifs de très grande qualité. Voilà, ils ont le choix. Et donc, comme ils ont le choix, en fait, ils vont choisir les bons actifs. Ça, c'est très important. Dernier point, pourquoi est-ce qu'on a choisi les 3 plutôt que 2 ou plutôt que 1? En fait, c'est qu'on a des vraies complémentarités en fonction des 3 acteurs. Pour être un peu technique, hein, mais vous avez finalement 3 façons d'investir en secondaire. Le LP-led traditionnel, le GP-led, où vous venez donc prolonger la vie d'un actif. Vous avez aussi une troisième façon de faire ça, c'est de proposer ce qu'on appelle des solutions de liquidité structurées. Et en fait, nos 3 acteurs, en fait, ils ont un point fort pour chacune de ces trois façons d'investir. Et donc, ça a beaucoup de sens de les combiner ensemble parce que, en fait, ils vont venir couvrir justement tout le spectre des transactions en secondaire. Je termine par ma fameuse slide compliquée à commenter. On est sur donc, un fonds qui, d'un point de vue structurel, est assez semblable à celui que j'ai déjà commenté, en fonds de 10 ans, qui vise donc un TRI net de 16 à 17%. Et comme je l'ai dit, hein, chacun des fonds cibles, donc ils sont 3, va viser à peu près le millier de sociétés cibles par fonds. Donc nous, en choisissant 3, on a 3000 à peu près de cibles sociétés sous-jacentes. Ici, pour le coup, comme c'est des fonds plutôt internationaux, il n'y a pas de possibilité d'avoir cet avantage fiscal que vous aviez sur le fonds Ring, mais ça reste un investissement très robuste. Il y a de la perte en capital possible. C'est toujours possible, même si on estime que le risque, enfin la probabilité qu'il y ait de la perte en capital est faible, il existe. Donc, soyez-en conscients. Même possibilité sur le risque de liquidité. Et ici, en plus, on rajoute un risque de devise, puisqu'on va investir en euros nous, et les fonds sous-jacents vont plutôt investir en dollars. Donc, il y a un petit risque sur l'euro-dollar. Merci Paul. J'ai une question et je pense que je suis pas la seule à me faire le seul à me faire cette réflexion. C'est à parler finalement de stratégie défensive, alors que ce soit sur une de tes slides précédentes où tu montres que l'espérance de gain ou l'espérance même réalisée était la même que le PE classique. Je t'avoue que je comprends pas trop pourquoi tu l'appelles défensif. Ce que je vois, c'est qu'effectivement la notion de risque, elle est historiquement plus faible en réalisé. Oui. Donc, alors c'est soit c'est trop beau pour être vrai, soit moi j'ai pas compris un risque sous-jacent, parce que là finalement tu nous dis qu'historiquement, en tout cas sur ces acteurs extrêmement performants, et bien que performance passée ne présage pas du futur, un acteur performant, on estime qu'il a quand même plus de chances de réaliser une très bonne performance qu'un acteur qui a fait que sous-performer le marché. Voilà comment c'est juste même performance à un risque plus faible, et donc objectivement, si on est rationnel, type de stratégie plus importante. Oui. Et pourquoi tu appelles ça effectivement défensif? Alors, on est sur une stratégie très défensive parce que justement, elle est. Alors, je vais revenir sur cette courbe, pardon, celle-là. Vous voyez qu'en fait, on a un niveau de décote qui s'adapte au contexte économique et qui permet justement d'obtenir des décotes plus fortes en période de crise. C'est en fait ça qui fait que c'est très défensif. C'est que vous avez vraiment une capacité de pricer et donc en fait d'adapter la performance finale du fonds qui va venir prendre en compte la possibilité de décote sous-jacente de l'actif. Et en fait, comme vous prenez ça en compte, nous, en fait, j'ai rappelé le fait que nous, on cherche les acteurs qui sont dans le premier quartile pour les bonnes raisons. Tous les acteurs qu'on a sélectionnés, en fait, c'est des acteurs qui, quand ils vont venir faire un pricing d'un actif, en fait, ils font ça correctement. Qu'est-ce que j'appelle faire ça correctement? Ils vont aller vers eux-mêmes modéliser la performance de leur actif, faire donc, ce qu'on appelle une DCF, un discounted cash flow, qui permet en fait de valoriser eux-mêmes l'actif. Ce que je montre ici, c'est la décote. En fait, la décote n'est pas le point d'entrée de la discussion, c'est la résultante. Le point d'entrée de la discussion, c'est monsieur investisseur, montrez-moi les actifs que vous avez dans votre portefeuille. Moi, je vais me faire mon idée sur leur performance potentielle, sur comment est-ce qu'ils peuvent évoluer en fonction du contexte économique. Et moi, je vais vous donner un pricing. D'accord? Et ce pricing, c'est ce que j'estime être la valeur juste de cet actif compte tenu du contexte dans lequel je l'achète. Et en fait, ça, c'est le point de départ de la discussion. Et bien évidemment, en fait, ils vont obtenir une décote qui va être même au-delà de la décote qu'ils auraient demandé. Mais vous voyez, en fait, en 2007, il y avait même une prime
D'accord? Donc en fait, la décote n'est pas ce qui est voulu, c'est la résultante de cette façon d'investir qui est très sérieuse, très robuste, très disciplinée, de dire en fait, euh, je veux pricer un actif en fonction de ce que moi j'estime être sa potentielle performance. Et une fois que j'ai cette vue sur sa potentielle performance, je vais négocier mon prix avec cet acheteur et finalement acheter moins cher que ce que j'estime être la valeur de cet actif. C'est en ça que c'est extrêmement défensif, c'est que c'est une stratégie qui est tout terrain. Quand tout va bien, bah, il y aura moins de décotes, mais on aura des actifs qui sont aussi beaucoup plus simples à presser. Et quand il y a une crise, bah, en fait, ces actifs, ils évoluent aussi dans un environnement économique beaucoup plus chahuté. Hyper clair et hyper intéressant, surtout. Je m'excuse peut-être pour ceux qui ont dû quitter plus tôt et ou être en retard sur leur prochaine réunion. Donc, on a un peu dépassé. Moi, j'ai pris note de vos questions, donc je ferai en sorte d'y répondre individuellement à l'issue de ce webinaire. Je vais essayer de pas trop prendre de retard. On en est déjà à 12 minutes. Paul, encore merci d'avoir présenté Opal, d'avoir présenté aussi les 2 premiers fonds que vous mettez à disposition pour l'investisseur, d'avoir aussi bien expliqué, d'entrer dans le détail de cette sélection de fonds. Par moment, il y a pu avoir des éléments techniques. Pour certains, c'est très clair. Peut-être pour d'autres, ça ne l'est pas. N'hésitez surtout pas à nous poser ces questions-là à l'issue, soit directement sur le site Ramify, soit par email. Le but, c'est justement de rendre ça accessible à tout le monde. Donc, faut surtout pas hésiter. Donc, encore merci Paul pour tout ça. Je pense que tous ceux qui ont regardé ont pris beaucoup de plaisir, ont appris beaucoup de choses. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Et j'espère que ça vous sera profitable. Merci. Passez une excellente journée à vous tous. Au revoir.